À ma connaissance, même aux États-Unis, il n'y a pas un seul service secret qui est capable de dire que l'Iran avait pris des mesures pour aller vers la bombe nucléaire. Ils respectaient un accord signé en 2015. Cet accord devait leur donner une levée des sanctions économiques. Ils ont vu que les Européens n'ont rien fait. Voilà. Les Européens n'ont rien fait. Comme toujours, c'est eux qui passent à travers les mailles du filet. Ces gens-là ne respectent jamais rien. Voilà pourquoi les gens du Sud ne peuvent plus les supporter même en peinture et ne croient pas en leurs paroles. Je vais finir avec un chercheur français qui a dit la vérité sur la situation. Vraiment, mais avant ça, il y a une chose encore qui m'avait choqué. C'était sur LCI, que je dois partager avec vous. Et justement, c'est ce monsieur-ci on va regarder en dernier. Écoutez, c'est que l'analyse que va livrer cette juriste ou je ne sais pas quoi, cette chercheuse française par rapport à la coopération russo-iranienne. Et souvenez-vous de ce qu'on avait appris de l'ambassadeur ou de je ne sais quel officiel ou du ministre israélien qui était sur le plateau de LCI. Souvenez-vous. C'est vrai qu'on peut se poser cette question. Quel est le degré d'implication de la Russie dans le programme nucléaire iranien? On parlait tout à l'heure de la centrale nucléaire de Boucher. Est-ce qu'il y a plus que ça, Héloïse Fayet, ou pas? Alors, il faut rappeler que déjà la Russie est signataire du traité de non-prolifération. Elle en est l'un des 5 membres fondateurs. Et donc, à ce titre, légalement, elle ne peut pas aider une autre puissance, un État non doté de l'arme nucléaire, à acquérir l'arme nucléaire. Voilà. Voilà. Ces gens-là, ils croient que eux, ils ont le droit de faire tout et n'importe quoi. Je vous rappelle que sur ce même plateau, sur cette même chaîne, un des commentateurs de LCI qui a dit, c'est vrai qu'Israël, son balance du droit international, ils font à peu près ce qu'ils veulent avec le droit international. Là, Israël et les États-Unis ont bombardé l'Iran en totale violation du droit international, mais quand il s'agit de la coopération russo-iranienne, il faut rappeler que la Russie a signé un traité et qu'en vertu de ce traité, elle n'est pas en droit de coopérer avec l'Iran ou de lui donner à l'Iran l'arme nucléaire. Mais on vous rappelle ici, qu'on a vu ici la dernière fois, que Israël avait obtenu sa bombe nucléaire grâce à qui déjà? N'est-ce pas la France? Israël en a 150 des bombes nucléaires, mais je ne pense pas que... Demandez au ministre qui est à côté de vous, c'est vrai qu'Israël a 150 il n'a pas le droit de le dire, donc il va pas le dire. Laissez-le parler. Ce qu'on a, c'est grâce à la France. Tout à fait. C'est la France. Attendez. Il faut rappeler déjà, d'ailleurs, Shimon Peres a beaucoup bénéficié de l'aide française pour développer... Non, attendez, monsieur le ministre, vous n'avez pas répondu là. Est-ce que oui ou non Israël a la bombe atomique? C'est secret. Oui, Israël possède un projet nucléaire depuis les années 60, grâce à la France. Précis. Attendez, monsieur le ministre. Vous dites, monsieur le ministre, attendez. Vous dites Israël possède un projet nucléaire. Israël a la bombe. Il n'a pas le droit de le dire. Je n'ai pas le droit de le dire. Voilà. Donc la France a le droit de donner l'arme nucléaire à Israël, mais par contre la Russie, elle n'aurait pas le droit de donner l'arme nucléaire à l'Iran. Et surtout, on l'a bien expliqué, les relations entre l'Iran et la Russie sont complexes. Il y avait beaucoup de méfiance déjà au 19e siècle, et puis ça s'est continué au 20e siècle. Et donc en fait, aujourd'hui, la Russie a toujours affirmé qu'il n'avait pas d'intérêt à ce que l'Iran possède l'arme nucléaire, tout simplement parce que lorsqu'un partenaire sur lequel vous avez une certaine domination se dote de l'arme nucléaire, eh bien vous avez beaucoup moins de pouvoir en fait sur lui. Bah c'est vrai. La Corée du Nord et la Russie s'attendent parce qu'ils n'ont pas d'armes nucléaires, tous les deux. Voilà comment ces gens-là vivent dans leur monde, vivent dans leur fiction. Et ils pensent que la Russie préfère que l'Iran tombe au profit d'Israël et des États-Unis plutôt que d'avoir un Iran fort. Même si l'Iran est autonome, c'est mieux que l'Iran reste autonome et coopère avec eux, plutôt que l'Iran reste faible et se fasse écraser par les Américains ou les Israéliens parce qu'ils le veulent. Non. Ben oui, ils sont cons. Surtout que l'Iran est le seul maillon faible qui a la technologie qui leur permet d'avoir une avance sur l'Occident avec les missiles hypersoniques. Mais non, on va la laisser tomber. On ne va pas lui donner de quoi dissuader les autres de l'attaquer.
Donc déjà, sur le plan juridique, la Russie ne peut pas aider l'Iran à... Quel plan juridique ? Quel plan juridique? Quel juridique? Le droit international n'existe plus grâce justement à ton pays, la France, et à ses amis, grâce à l'Occident. Quel plan juridique? C'est pour ça que je vous dis, quand tu as été formé, ton intelligence, on s'en fout de ça. Hein? Non, ta culture. Faisons la différence entre la culture et l'intelligence. La connaissance, c'est ce que tu apprends. La culture, c'est comment tu l'utilises. La plupart des gens que l'on trouve en France sont cultivés. Il n'y a rien à dire. Bien cultivés, on leur apprend ce qu'il faut. Le problème, c'est l'intelligence. C'est comment tu utilises ça. Et surtout, le problème pour diriger, c'est qu'il faut avoir l'intelligence et le caractère. Savoir faire et avoir le cran de faire. Ces gens-là, mentalement, moi je le sais puisque j'ai fait mes études supérieures en France, mentalement, on t'apprend à réfléchir dans un système. Et donc, à partir du moment où tu réfléchis dans un système, ça conforte ta pensée parce que tu penses que c'est une pensée logique. Elle, c'est une chercheuse d'études, l'IFRI, je sais pas quoi, en France, ok. Donc elle a besoin que les choses soient cadrées, elle a besoin que les règles existent et de croire que tout le monde respecte les règles. Mais ceux qui respectent le moins les règles, c'est justement ceux qui aident à faire ces règles. Ce sont les dirigeants de son pays et les amis des dirigeants de son pays qui respectent le moins ces règles. Ils mettent ces règles-là, non pas pour eux, mais pour les autres. Et les autres l'ont déjà compris. Et surtout maintenant, le monde entier l'a vu. Tout ce que l'Occident avait mis en place, soi-disant pour protéger les plus faibles et tout ça, ça n'a jamais été le cas. C'était juste pour eux. Et donc elle continue de croire encore qu'il y a des gens qui respecteront le droit international pour que ça profite aux Occidentaux. On a lu le communiqué de Medvedev qui a dit qu'il y a un certain nombre de pays maintenant qui sont prêts à aider l'Iran ou même à donner leur arme nucléaire à l'Iran. Je suis sûr qu'ils n'iront peut-être pas jusqu'à donner, mais fournir la technologie pour peut-être arriver à l'arme plus vite, ça c'est probablement ce qui va arriver dans le futur. Et qu'ils le veuillent ou pas. Et de toute manière, ils vont leur amener devant quel tribunal? Si Trump lui-même, là, il finit pas là-bas, Netanyahou continue à se balader, vous allez leur accuser de quoi? À se doter de l'arme nucléaire, ils n'en ont pas non plus l'intérêt stratégique. En revanche, oui, il est vrai. Ouais, ils n'ont pas d'intérêt stratégique, c'est bien. Toi, ça se voit que tu as révisé avant de venir ici. Toi. Que ce sont les Russes qui ont aidé l'Iran à construire la centrale nucléaire de Bushehr, mais qui est à usage strictement civil et qui ne fait pas partie en fait de ce complexe de sites nucléaires, disons, assez suspects et qui pourrait participer à la fabrication d'une arme nucléaire, telle que Natanz, par exemple, Fordo ou les sites à Ispahan. Et donc c'est pour ça aussi qu'en fait il est très important. Voilà. Les autres sont tellement discrédités que voilà, on commence à nous sortir des chercheuses. Et c'est pour ça que je dis souvent, après c'est ce qu'on retrouve chez tout le monde. Quand tu es trop spécialisé dans un domaine, tu ne peux pas l'être dans tous les domaines. Et donc peut-être vaut mieux des fois être versatile et s'intéresser à beaucoup plus de choses plutôt que d'être spécialisé dans un coin. Parce que c'est qu'elle vient de dire. Si tu réfléchis à partir du système, qu'elle est là ou qu'eux y croient, tu crois que tu as raison. Mais par contre, si tu prends ce qu'elle dit, tu le confrontes à la réalité géopolitique en ce moment, c'est totalement inutile. Ça perd tout son sens. Puisque si tout le monde respectait des traités, si tout le monde respectait le droit international, on n'en serait même pas au début de l'Ukraine. Il faut peut-être rappeler au début que cette guerre est complètement illégale du point de vue du droit international. C'est quand même très important. On parle de pertes humaines des deux côtés. Donc l'attaque préventive, c'est pas reconnu par l'ONU. L'AUE a un petit peu timidement dit c'est pas normal. Enfin, ils ont pas le droit. Israël n'a pas signé le traité de non-prolifération et accuse quelque part l'Iran qui l'a signé de mal le respecter. Quand même grosse contradiction. Quand Vladimir Poutine dit qu'il y a une menace existentielle avec l'adhésion de l'Ukraine à l'OTAN et donc il justifie ça pour attaquer l'Ukraine, c'est mauvais. Et quand Israël fait ça en disant une menace existentielle, c'est bon. C'est
complètement illégal par rapport au droit international. J'entendais des gens qui disent il y a discussion. Il n'y a pas de discussion. C'est illégal, voilà. À ma connaissance, même aux États-Unis, il n'y a pas un seul service secret qui est capable de dire que l'Iran avait pris des mesures pour aller vers la bombe nucléaire. Ils respectaient un accord signé en 2015. Cet accord devait leur donner une levée des sanctions économiques. Ils ont vu que les Européens n'ont rien fait. Voilà. Les Européens n'ont rien fait. Comme toujours, c'est eux qui passent à travers les mailles du filet. Ces gens-là ne respectent jamais rien. Voilà pourquoi les gens du Sud ne peuvent plus les supporter même en peinture et ne croient pas en leurs paroles. Ils ne respectent jamais rien dans le sens qui ne leur profite pas à eux. Quand tu leur tends la main, ils te la bouffent. Ça commence à ressembler à ce qui s'est passé avec l'Irak en 2000. Je suis accusé ou enfin vous me laissez, non, mais on essaie de comprendre. Je défends pas la République islamique d'Iran, je vous parle des faits. Vous voulez les questions, est-ce qu'on peut faire confiance à la République islamique d'Iran? On n'en sort pas de ça. À qui on peut faire confiance, hein? On n'est pas dans un monde où il y a des gens honnêtes et des gens malhonnêtes. Il y a les accords, est-ce qu'ils sont respectés ou pas? Autrement, on n'en sort plus, si vous voulez. Vous me dites, voilà, c'est la République islamique d'Iran, est-ce qu'on peut leur faire confiance? Ils signent cet accord en juillet 2015. Cet accord, qu'est-ce qu'il dit? L'Iran peut faire du nucléaire civil en enrichissant l'uranium à 3,7%, oui, en échange d'une levée des sanctions. Il y a 11 rapports de l'AEA qui montrent que l'Iran respecte cet accord. Les Européens n'ont rien fait. Il n'y a aucun élément qui dit que l'Iran va vers l'arme nucléaire. Donc, si vous voulez, il faut arrêter. En ce qui concerne les attaques faut le dire aussi, c'est des faits d'Israël. C'est pas que les sites nucléaires, les sites militaires. Des aéroports ont été attaqués, des stocks d'essence ont été attaqués, la radio-télévision a été attaquée. Voilà. Il a terminé l'intervention israélienne. Et ici, on a eu son passage. Rencontré secrètement les Iraniens à Oman, il leur a dit « Ok, on va négocier, mais vous aurez le droit d'enrichir l'uranium ». Les Iraniens ont dit « Ok, dans ce cas-là, on négocie ». Donc, c'est quand même relativement important pour l'Iran. Donc, si vous voulez, les Américains, et c'est là qu'effectivement, on peut dire que des deux côtés, qui c'est qui a été vraiment honnête? Witkoff, un jour il disait oui, un jour il disait non, et c'est pour ça que les Iraniens commençaient à en avoir. C'est les Iraniens qui étaient honnêtes, je rêve. Il n'y a pas une question d'être honnête. Ah bon? Et 2015, ils signent d'accord ou pas? Ils le respectent ou pas? Il faut arrêter. Et puis, en plus, si vous voulez, on n'est pas dans un monde où il y a des gens honnêtes et des gens malhonnêtes. Il y a les accords. Est-ce qu'ils sont respectés ou pas? Autrement, on n'en sort plus, si vous voulez. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que ces négociations, les histoires des 2 mois, ça tient pas la route. Pourquoi si ce délai de 2 mois était si important? Avant l'attaque israélienne, il y avait une nouvelle séance prévue. Donc ça veut bien dire que c'était pas un délai comme ça et les Israéliens avaient le droit d'attaquer après. Donc ça c'est faux, hein, c'est un fait, c'est faux. Et je voulais simplement préciser quelque chose. Les Iraniens ont demandé un plan écrit à Witkoff. Donc c'était important. Effectivement, alors ce plan comportait 2 points. Il faut bien comprendre ce qui s'est passé. Ce consortium régional d'enrichissement avec la participation de l'Arabie Saoudite et les Iraniens étaient d'accord. Là ils ont pas trop compris. C'est un jour, Trump dit vous aurez plus le droit d'enrichir l'uranium. Le lendemain, il dit peut-être un petit peu tant que ce consortium n'est pas compris. Donc il y avait un gros flou. Alors c'est vrai. Et moi je regarde les faits. L'ayatollah Khamenei a pris la parole, a dit nous on veut enrichir l'uranium. Ce plan ne nous satisfait pas. Mais ça veut pas dire que les négociations étaient cassées. Donc on peut pas dire que les négociations, les Iraniens étaient de mauvaise foi et on les a arrêtés. C'est faux, ils étaient prêts à continuer les négociations. La preuve, je dis, il y a eu un effet de surprise pour répondre à votre question. C'est vrai, il l'a dit, je crois qu'il y a un chef des passes d'Aran qui l'a dit. Je crois qu'il s'y attendait pas et il y a un effet de surprise qui a effectivement conduit à une certaine déstabilisation au début. Voilà. Voilà, je tenais à vous montrer le passage de ce monsieur qui dit la réalité de comment les Américains, les Européens, tous, et c'est pour ça que je dis qu'il ne faut jamais négocier avec ces gens-là en prenant en compte ce qu'eux demandent. Ils ne respectent rien. Tout ce qu'ils ont mis en place, tout ce qui existe jusqu'à aujourd'hui en matière de droit, de normes pour régir les normes internationales, les droits internationaux, les relations internationales, tout ça ont été mis dans un seul but, leur permettre à eux de profiter du reste du monde. Et maintenant qu'ils sont en train d'aller vers la fin, vous voyez que c'est aussi eux les premiers à détruire tout ce qu'ils ont mis en place. Le droit international, si on prend ces 5 dernières années, ne veut plus rien dire. C'est pas à cause des gens du Sud, c'est essentiellement à cause des gens du Nord ou des Occidentaux, parce que quand les autres violaient les normes, les droits internationaux, on les traînait à La Haye, on les poursuivait, on disait que c'était des méchants. Mais eux,
le viol, le reviol et font ce qu'ils veulent. À eux, par contre, non, il n'y a pas de problème. C'est normal qu'ils fassent ce qu'ils fassent. Et c'est en cela que je dis que voilà, le droit international, c'est mort, l'Occident est mort et le déclin est probablement ce qui va arriver. Quant à l'événement qui a motivé ce live, nous avons bien vu que ici, bien que les Américains aient frappé, ils sont aussi les premiers à essayer maintenant d'éteindre l'incendie. Trump veut faire les gros bras en disant que soi-disant ils n'ont pas le choix, c'est ça ou la paix. Nous voyons bien que ces colistiers, ce n'est pas tout à fait le discours qu'ils tiennent. Et nous avons vu que son discours était déjà rendu caduc le soir même parce que l'Iran a riposté et l'Iran a commis des dégâts sur Israël comme on n'en avait pas vu même depuis qu'Israël les avait attaqués. Probablement que ils n'ont pas été bêtes, ils ont vu les manœuvres américains arriver de loin parce que les Américains, ça se voyait par satellite qu'ils étaient en train de vider leur base autour du Golfe. Et donc, ça voulait probablement dire que voilà, ils se mettaient à l'abri et ils ne vont pas se mettre à l'abri pour rien. Puisque nous savons que jusqu'à là, l'Iran n'était pas rentré en coup de folie et les avait attaqués. S'ils se mettaient à l'abri, c'est que probablement ils prévoyaient quelque chose. Ils ont fini par le faire. Et maintenant, c'est eux qui veulent à nouveau négocier. Et nous avons vu que maintenant, le reste du monde a bien compris. Et surtout, comme a dit Pascal Boniface, pour la Russie, pour la Chine, pour tout le monde, aujourd'hui, sans même avoir besoin de crier, ils n'ont plus besoin de défendre leur légitimité. C'est devenu eux les plus pacifiques. Puisque quand nous voyons même ce que les États-Unis se permettent de faire à l'Iran, la Russie n'a même pas fait la moitié de cela en Ukraine. La Russie n'a pas rasé un truc stratégique en Ukraine avec le meilleur de ses bombardiers ou je sais pas quoi. Et donc, j'ai fini ce live. C'était très long. Je sais que beaucoup d'entre vous sont peut-être allés dormir. En tout cas, si vous avez des questions, posez-moi et puis je vais essayer de vous répondre. Les Russes et les Chinois, pour l'instant, ils condamnent, eux, leur position, c'est toujours les mêmes. Hein. Ils condamnent ça. J'ai pas vu de réaction officielle de Poutine. Ce qui est dit, c'est que Poutine ne prévoit pas de coup de fil avec Trump, mais que si c'est nécessaire, ça peut se faire. Mais je pense que Poutine, lui, c'est vu. Donc, lui, il condamne. La Chine condamne. Je pense. Hein. On va vérifier. On va regarder. Mais eux n'ont même plus besoin de se prendre la tête. C'est ce que les faits parlent d'elles-mêmes. Est-ce qu'ils ont besoin vraiment de condamner ce que vient de faire Trump? Puisque il n'y a pas de prise de parole de Vladimir Poutine sur ça. Il n'y a pas de prise de parole de Poutine. Peut-être demain, peut-être après-demain. On sait que Poutine, lui, il est plutôt lent à réagir. Donc, mais Medvedev a déjà parlé pour montrer que les Russes presque se foutaient de la gueule comment ça, c'est qui ça? Les Russes se foutaient de la gueule de Donald Trump en disant que voilà, il a été élu pour quelque chose et maintenant il fait totalement son contraire. Et surtout, ce qui est plutôt prévu, c'est que lundi, il faut, si on va sur Buzz voilà, Buzz Plus, lundi, le ministre des Affaires étrangères iranien sera ou verra Vladimir Poutine, comme on peut le voir ici. Voilà. Le ministre des Affaires étrangères de l'Iran, Saïd Abbas Araghchi, a déclaré qu'il se rendrait à Moscou pour rencontrer le président russe Vladimir Poutine. Selon l'agence Reuters, Araghchi a déclaré qu'il visait à tenir la réunion avec Poutine lundi, tout en accusant les États-Unis d'avoir franchi la ligne rouge en attaquant les installations nucléaires iraniennes.
Pendant ce temps, Poutine, de son côté, n'a pas de plan pour parler avec Trump après les attaques, mais un appel pourrait être organisé rapidement, a annoncé le Kremlin, a rapporté l'agence de presse d'État TASS. La Russie et l'Iran ont signé un accord global de partenariat en janvier, cimentant leur alliance stratégique étroite, bien que l'accord n'ait pas exigé que les deux pays se défendent mutuellement en cas d'attaque. Par ailleurs, lors d'un appel téléphonique jeudi, Poutine et le dirigeant chinois Xi Jinping ont fermement condamné les attaques d'Israël contre l'Iran, selon des communiqués du Kremlin et du ministère chinois des Affaires étrangères. Bien que les déclarations ne mentionnent pas les États-Unis, Xi, dans un message quelque peu voilé adressé à Trump, a souligné que les grandes puissances qui ont une influence particulière sur les parties au conflit doivent travailler à apaiser la situation et non l'inverse. Voilà, donc eux, ils parlent de loin, ils préfèrent des images que faire des attaques. Donc à part quand il y a des attaques frontales, ils répondent jamais de manière frontale non plus. Et donc vous voyez que voilà. Bah, c'est ça résume les choses que je vous ai dit. J'étais en train d'écrire ici. Pour éviter que Trump ne fasse l'objet d'un impeachment, qu'il soit destitué, parce que si cet acte est considéré comme une entrée en guerre, c'est anticonstitutionnel et je ne pense pas que là, les démocrates ou tous ceux qui détestent Trump vont résister à l'envie de le destituer. Donc je pense que là maintenant, aux États-Unis, on essaye de vendre ça comme ce n'est pas une déclaration de guerre, c'est une frappe pour éviter que l'Iran ait l'arme atomique, je ne sais pas quoi, je ne sais pas si. Mais par contre, les preuves que l'Iran était sur le point d'avoir l'arme atomique, là par contre, on ne les a pas non plus. Parce que tu sais, Galbar a dit que ce n'était pas vrai. Donc, je pense que c'est pour ça, c'est important maintenant, dans le damage control, il est devenu très important pour les Américains de effacer l'idée qu'ils entrent en guerre. Parce qu'au début, la plupart des médias occidentaux avaient titré les États-Unis frappent l'Iran, donc les États-Unis rentrent en guerre. On voit bien que Trump et son administration essayent à tout prix d'effacer ça. Ensuite, il y a quoi? Ok, en tout cas, je vous remercie beaucoup. Ben, on attend tous la suite, hein. On attend tous la suite parce que par rapport, moi je dis par rapport aux éléments que j'ai pu consulter jusqu'à ici, pourquoi je pense qu'ils ont fait ça? Moi je pense qu'ils font ça essentiellement pour éviter que l'Occident ne subisse une deuxième défaite, parce que comme on a déjà considéré que voilà, l'Ukraine s'est perdue et qu'on s'accroche et qu'Israël s'offront, bah, les Occidentaux s'étaient engouffrés dedans parce que c'était tout ce qu'ils n'osaient pas faire à l'Iran. Ils se sont engouffrés dedans, mais comme ils sont en train de se casser les dents et qu'on ne sait pas comment maintenant retro-pédaler, puisque si Netanyahou dit qu'il a perdu, ça veut dire que tout le projet qu'ils essayent de faire au Moyen-Orient va tomber. Donc on essaye maintenant de négocier la paix en imposant à l'Iran de capituler. Mais en même temps, on ne peut pas imposer à l'Iran de capituler en faisant des frappes de ouais, mais sur le programme nucléaire ou pas. C'est pour cela la riposte iranienne, ou comment elle va organiser sa riposte, est très important. C'est très très important parce que tant qu'elle ne vise pas des cibles militaires, ça devient de plus en plus compliqué pour les Américains ou pour le président américain de dire que l'Iran constitue une menace pour les États-Unis. Étant donné que les États-Unis ont frappé avec les plus gros explosifs qu'ils ont en dehors de l'arme atomique en Iran, si l'Iran ne riposte pas en s'en prenant à des cibles américaines, mais comment ça se fait que vous revenez? Mais par contre, maintenant, là où aussi ça va causer problème, puisque les États-Unis, ils essayent d'éviter que les Israéliens ne soient à court d'intercepteurs, si l'Iran décide de augmenter l'intensité ou d'intensifier ses frappes sur l'Israël, qu'est-ce qu'on va bien pouvoir faire? Qu'est-ce qu'on va bien pouvoir dire? Et surtout, s'il maintient des cibles stratégiques comme ils l'ont toujours fait jusqu'ici et qu'il y a le minimum de morts civiles en Israël, comment ils vont faire? Moi, c'est ça. Moi, je pense qu'essentiellement,
Ici, on essaie de cacher le fait que l'Occident est à court de fabrication d'armes. Ils ont toujours de quoi fabriquer les armes, mais ils ne peuvent pas les fabriquer aussi vite qu'ils les épuisent. Je vous l'avais déjà dit pour l'Ukraine, et c'est exactement ce qui est en train de se passer aussi ici. Même pour les États-Unis eux-mêmes, leurs stocks à cause de l'Ukraine et à cause d'Israël sont problématiques. Et donc Taïwan, c'est même plus la peine là. Je crois que eux là, de eux-mêmes, ils vont dire aux Chinois, bon, évitons seulement que ça s'envenime. On dit seulement qu'on a un protectorat chinois et puis c'est tranquille. Parce que là, les États-Unis, tous ces trucs mis bout à bout, ça montre bien que même le plan de Trump qui était que voilà, on quitte l'Ukraine vite pour aller vers le Pacifique, maintenant ça devient compliqué. Mais je pense que c'est ce que l'Iran va faire. L'Iran, de toute manière, maintenant, va aller jusqu'au bout, hein, va avoir son arme, va essayer de développer sa bombe, parce que sinon, elle est à la merci des Américains. Regardez ce qu'ils viennent de le faire sans prévenir ni quoi que ce soit. En tout cas, je vous remercie tous d'avoir été avec moi. Je vois qu'il est tard pour vous tous. Il doit être minuit passé pour vous. Et moi, pour moi, il est 23h. Si je veux avoir 7 heures de sommeil, il faut que j'aille dormir maintenant. Donc, merci à tous. On se voit mardi. Peace out. Peace out.